Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des clés avec cette question aujourd'hui, jusqu'où ira l'escalade dans la guerre en Ukraine ? Ces dernières semaines, le niveau de tension est encore monté de plusieurs crans, tir de missiles longue portée de l'Ukraine vers la Russie, tir d'un missile hypersonique expérimental de la Russie vers l'Ukraine et surtout agitation de la menace nucléaire par Moscou qui vient de réviser sa doctrine en la matière. Alors jusqu'où tout cela peut-il nous mener ? Quelles conséquences aussi pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens ? Pour l'Europe également ? On va essayer d'y voir clair sur tout ça en commençant par revenir sur 3 dates clés. La première, les clés. La première date sur laquelle nous allons nous arrêter, c'est le 5 novembre 2024. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, le même Donald Trump qui, durant sa campagne, avait annoncé pouvoir résoudre la crise ukrainienne en seulement 24 heures. If I were president, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24 You can break that deal. 100%. It would be easy. That deal would be easy. Ce sera facile, dit donc le président élu, mais son retour à la Maison-Blanche suscite les plus vives inquiétudes à Kiev, où l'on craint qu'une partie du territoire ukrainien soit sacrifiée pour forcer cette paix avec Vladimir Poutine. Dès lors, cette élection de Trump est un potentiel tournant pour la guerre en Ukraine. Deuxième date importante dans l'escalade, le 18 novembre dernier. Ce jour-là, une information importante et surprenante filtre à Washington. Major shift in U.S. policy toward Ukraine. President Biden has authorized President Zelensky to use American-made weapons for deeper strikes inside Russia. Biden autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles américains à longue portée. Un changement qui n'intervient pas à n'importe quel moment. Il ne reste en effet que 2 mois au président américain pour accélérer la livraison d'aide militaire à l'Ukraine, avant de laisser la place à un Donald Trump plus que sceptique sur les dépenses qui lui sont allouées. Le président ukrainien Zelensky reçoit donc le feu vert de Joe Biden pour utiliser des missiles longue portée et l'Ukraine va directement en faire usage en direction du territoire russe. Le premier de ces missiles américains, de type Attack-MS tiré par l'Ukraine, tombera le 19 novembre sur la région de Bryansk, à 300 km de Moscou, la capitale russe. Venons-en alors à la troisième date clé, le jeudi 21 novembre. Là, c'est un autre missile qui fait l'actualité, cette fois en provenance de Russie et tiré vers l'Ukraine. Un missile balistique hypersonique de portée intermédiaire, capable de transporter une ogive nucléaire, tombe sur une usine de la ville de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Heureusement, ce missile ne contenait pas de charge nucléaire, et selon beaucoup d'experts, il ne contenait même pas de charge du tout. Car ce que la Russie voulait faire, c'était surtout envoyer un signal. Oui, elle est capable d'utiliser de telles armes expérimentales, des armes capables d'aller frapper à des milliers de kilomètres et donc susceptibles d'aller toucher l'Europe et les États-Unis. Et d'ailleurs, quelques heures après ce tir, Vladimir Poutine s'exprime dans une allocution télévisée où il explique à la Russie et au monde que ces armes
sont invincibles. Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Il n'existe aucun moyen de contrer de telles armes aujourd'hui. Les missiles attaquent leur cible à Mach 10, c'est-à-dire à quasiment 3 km/s. Les systèmes actuels de défense aérienne disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles en cours de développement aux États-Unis et en Europe ne peuvent pas intercepter ces missiles, c'est exclu. Et en forme d'avertissement à tous les alliés de l'Ukraine, il précise encore ceci. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre les nôtres. Et en cas d'escalade et d'action agressive, nous répondrons de manière tout aussi décisive et en miroir. Alors, escalade rhétorique, musculation dissuasive, ou risque réel de voir un jour l'arme nucléaire sortir du champ de la menace dissuasive pour être réellement utilisée? C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir. Et avec nous pour commenter cette situation, il y a notamment Guillaume Ancel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien officier de l'armée française, expert en stratégie militaire, auteur notamment du blog Ne pas subir. Alors revenons peut-être d'abord sur ces dates clés qu'on vient d'évoquer avant de développer l'actualité brûlante qui évolue encore concernant la situation ukrainienne. Est-ce qu'il faut considérer que c'est l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche qui est venue un peu bouleverser la donne et qui explique l'escalade qu'on a connue ces derniers jours, ces dernières semaines ? Vos clés sont très bonnes parce que effectivement ces dates constituent des tournants dans la situation en Ukraine. En fait, la situation est compliquée. Du côté ukrainien, l'armée ukrainienne manque beaucoup de bras, plus que d'armes d'ailleurs et de munitions. Elle n'a jamais voulu mobiliser sa jeunesse et donc aujourd'hui il lui faudrait entre 150 000 et 200 000 soldats supplémentaires pour pouvoir résister à cette espèce de rouleau compresseur russe qui s'est concentré dans le Donbass, dans le sud-est. Du côté russe, la situation n'est pas simple non plus, parce que les Russes ont actuellement une armée estimée lors de 500 000 soldats en Ukraine, mais en fait, ils n'avancent qu'à pas de fourmis. À cette vitesse-là, il leur faudrait 2 siècles pour soumettre l'Ukraine. Or, cette armée a connu des pertes absolument considérables. On parle de plus de 500 000 morts et blessés, c'est-à-dire quasiment une armée complète qui a été effacée par ces combats. Donc, je dirais qu'à ce stade, les deux belligérants ont parfaitement conscience qu'ils ne sont pas en mesure de gagner la guerre. La question maintenant est de savoir comment on en sort. C'est vrai que Donald Trump, avec sa campagne électorale, annonçant qu'en 24 heures il allait stopper la guerre, inquiète tout le monde parce que aller à une négociation aujourd'hui est une évidence. Mais pour négocier quoi ? Et surtout, qu'est-ce que l'Ukraine va pouvoir mettre sur la table de négociation si on lui tord un bras dans le dos ? C'est toute la question en fait de la préparation de cette négociation qui en fait a déjà commencé, même si techniquement Trump ne prend le pouvoir aux États-Unis qu'à partir du 20 janvier prochain. Mais donc, ce à quoi on assiste ici, et notamment dans le fait que Joe Biden a décidé d'autoriser l'Ukraine à utiliser ces fameux missiles longue portée ATACMS, s'explique aussi par le fait qu'il y a ce changement d'administration aux États-Unis. Si on s'arrête justement sur ce fait-là en particulier, Guillaume Ancel, ces missiles longue portée ATACMS qui ont suscité pas mal de réactions côté russe, y compris d'ailleurs en ce jeudi 28 novembre, cette attaque d'envergure sur toute une série de cibles, de lieux stratégiques pour les ressources énergétiques de l'Ukraine. Est-ce que ça fait mal à la Russie ? Parce que quand on voit comment elle réagit, on se dit que sans doute que ce n'est pas rien d'avoir autorisé l'Ukraine à utiliser ces missiles longue portée. Oui, alors il faut quand même préciser que ce que Biden a autorisé, ce sont pour les Ukrainiens la possibilité de riposter contre la Russie. Attention, moi j'ai lu trop souvent « attaque contre la Russie ». Non. C'est la Russie qui attaque l'Ukraine. Et là, la question, c'est que depuis 2 ans et demi, on n'autorisait pas les Ukrainiens, avec l'armement qu'on leur a livré, à frapper sur le sol russe. Et par conséquent, les Ukrainiens estimaient
à mon avis, a raison, qu'ils étaient dans une situation de déséquilibre, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se défendre à condition d'avoir un bras attaché dans le dos. Et là, évidemment, ce qui change tout avec l'autorisation de Biden, qui arrive très tard, après les élections présidentielles, c'est que d'une part, il met un peu Trump dans l'ennui, mais surtout, on assiste à une forme d'accélération avant la négociation qui est donc annoncée pour tout le monde par l'agenda de Donald Trump à partir du 20 janvier. Donc il reste maintenant à peine 7 semaines pendant lesquelles on va assister à une espèce de course à la négociation de qui sera le plus en position de force. Ces missiles ATACMS qui ne sont qu'une partie de l'autorisation de Biden, parce que en fait, ça autorise les Ukrainiens à utiliser tous les armements qui ont été livrés par les Européens et les Américains, y compris des missiles air-sol dont ils disposent, y compris bien sûr les Storm Shadow britanniques et les Scalp français, qui ont besoin du renseignement américain pour faire du ciblage et des routes qui soient efficaces en Russie. Ça change la donne parce que la Russie, ou plutôt Poutine, découvre qu'en déclenchant la guerre, il peut aussi l'avoir en boomerang sur son propre territoire. Et effectivement, sans faire de jeu de mots, ça frappe beaucoup Poutine que les Ukrainiens osent tirer en Russie, même si, en fait, les Ukrainiens, depuis des mois, depuis cet été, tirent, mais avec leurs propres moyens, des drones qui ne sont pas très puissants, et puis des missiles un peu trafiqués, un peu bricolés, qui n'ont jamais eu des performances importantes, contrairement aux missiles ATACMS ou aux missiles de croisière Storm Shadow et Scalp. C'est ça qui change les choses pour les Russes, c'est que pour la première fois, dans une portée de 250-300 km, les militaires russes, parce qu'il n'y a que des cibles militaires qui sont engagés, se voient exposés à des tirs ukrainiens qui ont fait beaucoup de dégâts ces derniers jours, mais qui ne sont pas non plus de nature à renverser le front. Alors on va s'arrêter quelques instants sur les Européens, justement, Guillaume Ancel, puisque vous le précisiez, il y a ces fameux missiles longue portée américains, mais derrière il y a aussi l'enjeu de l'utilisation de missiles développés par les Européens. Et on va peut-être faire un petit tour d'horizon sur la position des différents pays européens en la matière. On fait ça avec Sarah Pousset. Josep Borrell, le représentant de l'Union européenne concernant la politique extérieure, a été l'un des premiers à confirmer l'utilisation des missiles américains par l'Ukraine. Il a ainsi expliqué qu'une autorisation avait été donnée pour utiliser ces armes jusqu'à 300 km à l'intérieur du territoire russe. Il a aussi appelé les États européens à leur tour à autoriser ces frappes. Le responsable européen estime, je cite, qu'il est raisonnable de fournir des armes, pas seulement pour arrêter les flèches, mais aussi pour combattre les archers. Reste à voir les réactions des États membres. L'option semble envisageable en France, réaffirmée par la voix du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Openly said that this was an option that we would consider if it was to allow to strike targets from where Russians are currently aggressing Ukrainian territory. So nothing new under the sun. Les Britanniques semblent eux avoir franchi le pas. Selon plusieurs médias, des missiles britanniques Storm Shadow ont été lancés par l'Ukraine sur au moins une cible militaire russe. Ces missiles de croisière ont une portée maximale de 250 km. En revanche, le chancelier allemand Olaf Scholz refuse depuis déjà un certain temps de livrer des missiles à longue portée allemands, qu'on appelle les Taurus. Pourtant, sa ministre des Affaires étrangères avait, elle, salué la décision américaine. Voilà pour ce petit tour d'horizon concernant les Européens. On va aller à Kiev, en Ukraine, pour suivre dans ce numéro des clés, pour retrouver notre correspondante sur place, Maureen Mercier. Bonjour Maureen. Bonjour. Alors, d'abord un petit mot sur l'état d'esprit en Ukraine aujourd'hui, avec cette espèce d'accélération que l'on a connue ces derniers jours, la possibilité maintenant pour l'Ukraine d'utiliser ces missiles longue portée et de pouvoir donc riposter de manière plus forte à la Russie qu'elle ne pouvait le faire jusqu'ici. Comment est-ce que c'est vécu ça, tout d'abord en Ukraine, vous qui êtes en contact avec la population et qui suivez évidemment tout ce qui se joue là-bas?
Alors, je vous le dis très franchement, je suis là depuis bientôt 3 ans. Je pense que ça n'a jamais été aussi dur, à la fois pour les civils que pour les soldats. Exemple, tout simplement, aujourd'hui, à Kiev, on a subi une énième attaque massive de drones, de missiles. Cette nuit, les gens sont épuisés, puisque vous avez ce sommeil en pièces détachées, pas d'électricité. Je prends l'exemple, c'est absolument pas pour parler de ma situation, mais ça donne un petit peu ce que vivent les Ukrainiens. Enfin, j'ai pas d'électricité, évidemment, depuis ce matin. J'en ai à peu près 4 heures par jour depuis 2 semaines, parce que ces attaques, elles durent depuis 2 semaines maintenant, toutes les nuits. Et puis à Kiev, on est dans du coton. Quand je me rends à Kherson, quand je me rends à Pokrovsk, non seulement ces villes sont bombardées, il y a en plus des drones qui vont littéralement chasser les habitants, les civils. Donc, il y a de l'épuisement. L'escalade, ici, je pense qu'on la vit ainsi, il y a ce pragmatisme. Personne ne panique. Pourquoi ? D'abord parce qu'encore une fois, les gens sont épuisés, et puis parce qu'ils vont vous dire des choses comme ça. Je vais citer une Ukrainienne au hasard, mais vraiment parce qu'elle dit bien comment les gens fonctionnent après autant d'années de guerre. Elle me disait, tu sais, je ne vais pas passer mon temps à me demander si Vladimir Poutine va lancer une bombe nucléaire ou non sur la capitale, parce que de toute façon, s'il le fait, je n'ai aucun pouvoir là-dessus, et en plus, je meurs en 1 seconde, et je ne vais surtout pas mourir d'angoisse à l'idée d'imaginer qu'il puisse opter pour cette possibilité. Il y a vraiment cette idée de, voilà, on essaie de mettre un pied devant l'autre, on sait que ça va durer, parce que ici, vous posez la question à peu près tout le monde, Trump ou pas Trump, les gens sont persuadés que la Russie ne va pas lâcher. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce que il faut vraiment avoir ça en tête. Cette guerre-là, on le dit trop, elle n'a pas 3 ans, elle a plus de 10 ans. Ce qui signifie que quand vous avez 20 ans, aujourd'hui, en Ukraine, vous êtes dans un pays qui, depuis 10 ans, voit la Russie essayer de vous envahir petit à petit. Et ce qui a été dit est absolument correct. La Russie avance très lentement. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle oblige des centaines de milliers d'hommes, principalement ukrainiens, à venir rejoindre les lignes de front. Et c'est là qu'ils se font littéralement broyer. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est une guerre d'une violence absolument effroyable. Donc voilà, escalade, oui, très certainement, mais les Ukrainiens essaient encore une fois de mettre un pied devant l'autre et de ne pas se faire prendre par la panique, parce que la panique, c'est pratiquement un luxe, j'ai envie de dire. Alors on va retourner chez Guillaume Ancel pour essayer de décrypter alors maintenant la réaction russe à laquelle on a assisté. On le pointait dans l'introduction, ce tir d'un missile hypersonique qu'on dit de portée intermédiaire, mais ça veut dire qu'en fait c'est un missile qui peut aller à des milliers de kilomètres de là où il est tiré. Ça veut dire qu'en fonction de où on le tire sur le territoire russe, on peut toucher d'un côté l'Europe ou de l'autre côté les États-Unis. En théorie, c'est un missile qui normalement peut transporter une ogive nucléaire, même si ici il n'avait pas de charge nucléaire et visiblement même pas de charge du tout. Comment est-ce qu'il faut interpréter ça, Guillaume Ancel ? Est-ce qu'on est à un cran supérieur de menace d'une guerre nucléaire avec ce que l'on a pu voir là ? Alors d'abord, il faut bien se rappeler que le pouvoir de Poutine repose essentiellement sur la peur qu'il inspire. Donc quand il fait une démonstration de force, parce que c'est ce qu'il a essayé de faire en tirant ce missile soi-disant non interceptable qui devrait faire trembler tout le monde, en réalité des missiles comme ça, il en a tiré déjà des milliers. Parce que chaque fois qu'il tire un missile Kinjal ou les KH-100, en fait ce sont des missiles balistiques à capacité nucléaire. Simplement, ce sont des missiles qui ont une portée un peu moins grande. Donc le fait qu'il ait été tiré 1000 km ou qu'il soit tiré 200 ne change absolument rien au type de menace. Quant au type de missile qu'il a exhibé en essayant de nous faire croire que, alors on n'avait aucune chance de résister, il oublie que de toute façon, personne ne sait réellement intercepter les missiles balistiques intercontinentaux aujourd'hui. La seule chose qui les arrête, c'est pas une défense solaire, c'est le fait que ce serait suicidaire pour lui d'attaquer avec une arme nucléaire, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans le registre de la guerre. On est dans le registre de la destruction totale. Or, les Français, les Britanniques, les Américains disposent d'armes suffisantes pour raser la Russie intégralement. Du coup, on n'est plus dans le registre de la guerre, on est bien dans le registre du suicide. Et c'est pour ça que pour moi, ça n'a aucune crédibilité, cette menace de Poutine, parce qu'à ce moment-là, c'est la fin de la guerre et tout le monde a perdu. Par contre, quand il essaie de nous montrer qu'il a une espèce de supériorité technologique, on se souvient qu'il y a quelques mois, il avait annoncé que les missiles hypersoniques Kinjal, que personne ne pourrait les arrêter, mais les patriotes les ont interceptés. Donc non, là on est dans le registre du bluff. Ce qui est plus inquiétant,
ce sont les déclarations de Poutine qui ont suivi le tir de ce missile, quand il a menacé explicitement les pays qui livreraient des armes à l'Ukraine et qui serviraient à riposter contre la Russie. Parce que là, on n'est plus dans le conceptuel, dans le virtuel. Vous savez, ces débats qui ont agité toute l'Europe en disant « est-ce qu'on est réellement concerné directement par la guerre en Ukraine ?» Ben oui, là, c'est Poutine qui nous menace directement. Or, si on l'écoute, il y a eu une attaque de missiles ATACMS 2 jours après sa déclaration. Donc, la Russie devrait attaquer les États-Unis. Et là, on regarde la réalité en face. Est-ce qu'avec une armée en aussi mauvais état, la Russie de Poutine peut se permettre d'attaquer les États-Unis ou un pays européen membre de l'OTAN ? Je dirais que dans cette situation, ce serait aussi suicidaire de sa part, car il n'est pas arrivé en 2 ans et demi à conquérir l'Ukraine, à peine 18%. Comment est-ce qu'il croit qu'il pourrait s'opposer à l'ensemble des pays européens qui se mobiliseraient contre lui? Il aurait tout perdu. Et d'ailleurs, à ce nouveau tir de missiles ATACMS, comment est-ce qu'il a riposté aujourd'hui? En faisant une vague massive de tirs contre des installations énergétiques, on voit qu'on est redescendu 2 crans par rapport à ce dont il nous menaçait. On n'est pas du tout dans le registre nucléaire, on est dans le registre de la guerre qu'il mène depuis 2 ans et demi, qui consiste à tout bombarder. Bon, mais ceci dit, quand je vous écoute, Guillaume Ancel, on en appelle quelque part à la rationalité pour dire que ce ne serait pas un scénario viable pour Vladimir Poutine d'aller un cran en plus dans l'escalade, que ce serait suicidaire, vous nous dites. En même temps, la rationalité est-elle une bonne grille de lecture pour analyser Vladimir Poutine? Parce qu'avant même l'intervention et l'invasion donc en Ukraine, on se disait aussi que raisonnablement c'était quelque chose qui n'avait pas d'intérêt ou qui était voué à l'échec pour la Russie, et pourtant il l'a fait quand même. Est-ce que ça doit suffire à nous rassurer, ce que vous nous dites là par rapport à l'enjeu nucléaire? Vous avez raison, on a tous des doutes sur le type de rationalité de Poutine. Il en a une, mais qui nous échappe souvent. Un ami, Olivier Védrine, dit souvent qu'en fait Poutine a besoin d'une victoire. Sinon, il risque de perdre le pouvoir. Sa société risque de l'éliminer. Donc il lui faut une victoire. Mais est-ce que pour autant il est prêt à se suicider pour cette victoire? Je ne le crois pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait tout pour continuer à vivre et garder le pouvoir. Il sait que s'il sort une arme nucléaire, même une arme nucléaire dite tactique, c'est-à-dire de la plus petite puissance, et uniquement sur l'Ukraine, ce qui serait déjà terrible, il perd absolument tous ses soutiens. La Chine l'a prévenu que ce serait inacceptable. Les pays de l'OTAN l'ont prévenu qu'à ce moment-là, il lancerait une attaque massive avec des armes classiques contre ce qui reste de l'armée russe en Ukraine. Ça veut dire que sur ce registre-là, je pense que même s'il ne le dira jamais, il sait très bien qu'il ne peut pas se risquer, sauf à tout perdre, y compris sa propre vie. Par contre, jusqu'où il est capable d'aller en termes de guerre hybride, en termes d'attaques terroristes ou de sabotage dans les pays européens, là, il faut qu'on soit extrêmement attentif. Il nous a montré pendant 2 ans et demi qu'il n'avait pas de limite, et notamment les attaques informatiques qui ont eu lieu partout en Europe, qui en France par exemple ont paralysé certains hôpitaux, etc., sont le fait de cette guerre qui a dépassé le stade simplement militaire. C'est plutôt, je pense, là-dessus qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui. Alors, on va retourner chez Maureen Mercier à Kiev. La question qu'on se pose aussi, Maureen, par rapport à ce qui va se jouer maintenant dans les prochaines semaines et l'arrivée effective de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec ce qu'il a dit, je peux résoudre ça en 24 heures, je connais très bien Zelensky, je connais très bien Poutine, on va les mettre autour de la table et on va négocier et on va trouver une solution. S'il fallait caricaturer ce que dit Donald Trump, c'est à peu près ça. Et ce que beaucoup craignent, c'est que ça revienne à imposer à l'Ukraine de céder des parties de territoire à la Russie pour que la Russie se calme et arrête son intervention. Comment est-ce qu'on voit ce scénario possible du côté des Ukrainiennes et des Ukrainiens? Est-ce que cette fatigue de la guerre, le fait qu'il y ait des milliers de morts, des jeunes qui continuent en permanence à partir au front, fait qu'on se dit on pourrait peut-être accepter ça parce que au moins c'est la fin de la guerre, ou bien est-ce que c'est inenvisageable? Comment est-ce qu'on voit ça chez les Ukrainiens?
Les Ukrainiens, depuis que je les interviewe, me disent la chose suivante. Négocier, c'est un passage obligé. Je pense que les Ukrainiens, plus que n'importe qui, souhaitent la fin de la guerre parce que ce sont eux qui souffrent de cette guerre plus que personne. Lorsque je vais en reportage dans le Donbass, j'ai des habitants du Donbass qui me disent on n'en peut plus. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution qui mène à la paix. On est prêt à nous défaire de nos propres terres. Je l'entends très régulièrement. C'est pas forcément évident de capter ce son-là au micro. Les gens parfois vous le soufflent parce qu'on peut passer pour quelqu'un qui manque de patriotisme ou par égard pour les soldats qui meurent par centaines de milliers sur le front, c'est compliqué d'avoir des propos tels. Mais ils existent véritablement. Je pense même que c'est une majorité des Ukrainiens qui vous le diront. On peut envisager perdre 20% de notre territoire. Mais, et c'est là où le mais est extrêmement important, mais la garantie dont les Ukrainiens ont besoin, c'est que à terme, la Russie ne vienne plus jamais les attaquer parce que ça fait partie de leur histoire. La Russie, sans cesse, les attaque et essaie de les absorber. Donc, ils ont besoin de cette garantie-là. Ça peut passer par une adhésion à l'OTAN. On la voit pas du tout à l'horizon. Souvent, les Ukrainiens citent en exemple aussi l'État d'Israël en me disant, voilà, si on était armé à ce point-là, la Russie aurait peur et cesserait de tenter de nous envahir. Mais là non plus, c'est pas une solution qu'on voit pointer à l'horizon. Il manque aujourd'hui d'armes, les Ukrainiens. Donc imaginez ce qu'il faudrait pour créer cette espèce de forteresse. C'est là où les choses vont se jouer. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est qu'à la fois, encore une fois, les Ukrainiens sont ceux qui veulent à tout prix que cette guerre cesse, mais ce sont eux qui ont besoin de garanties. Donc les obliger à négocier quelque chose qui serait synonyme de capitulation, c'est pas envisageable parce qu'ils vous diront on est obligé de continuer à nous défendre parce que ici, tout simplement, il s'agit de notre survie. Alors Guillaume Ancel, pour terminer, il nous reste une petite minute. Justement là-dessus, est-ce que si demain on en arrivait à une cession d'une partie de territoire à Vladimir Poutine contre son engagement à arrêter son offensive, est-ce que ça réglerait le problème ou est-ce que ça enverrait le signal à Moscou qu'au fond, quand on s'engage dans un conflit comme celui-là, à la fin, on gagne, puisqu'on a gagné des parties de territoire. Comment est-ce que ça pourrait définir l'avenir si on allait vers un accord comme celui-là en une petite minute ? Je pense que Maureen l'a très bien montré. On peut très bien stopper les combats, mais est-ce que pour autant on a construit la paix ? Et c'est toute la question de la négociation qui est inévitable. Mais qu'est-ce qu'on va mettre sur la table qui garantit qu'on arrive à trouver un équilibre et qui surtout nous garantit que Poutine, qui n'a pas de marche arrière, ne reprendra pas dans 3 ans cette guerre une fois qu'il aura reconstruit son armée qui est très abîmée. C'est là où il faut qu'on soit extrêmement attentif et qu'on ne laisse pas Donald Trump imposer à tous les Européens, y compris les Ukrainiens, une paix qui en fait ne serait qu'une paix de Munich et qui permettrait à Poutine d'être plus agressif et menaçant que jamais. Et on le comprend, à l'écoute de nos 2 invités, les prochaines semaines jusqu'à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche seront potentiellement décisives pour l'avenir de ce conflit en Ukraine. Elles seront sans doute aussi malheureusement particulièrement douloureuses pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui vivent la guerre au quotidien depuis plus de 2 ans et demi maintenant. On retiendra aussi ce que nous disait Guillaume Ancel, à savoir que la menace nucléaire n'est peut-être pas aussi prégnante que ce que voudrait nous laisser penser Vladimir Poutine, mais que cela ne veut pas dire non plus que les Européens sont à l'abri d'autres types d'attaques de la part de la Russie, eu égard au soutien des Européens à l'armée ukrainienne. Voilà, c'était les clés. Merci à Guillaume Ancel, l'expert en stratégie militaire et auteur du blog Ne pas subir. Merci à Maureen Mercier, notre correspondante à Kiev. À la réalisation sonore de cette émission, il y avait Laurent Nélissen. À la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les numéros des clés sur Ovio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.